Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. Le LCDLS, c'est l'occasion d'aborder des sujets divers et de revenir sur les news gossip de la semaine. Justin Sky partage son histoire de dingue sur les infidélités de Giveon. Kim Kardashian répond aux accusations de blackfishing. Ça s'annonce mal pour Megan Thee Stallion. Big Sean répond aux attaques de Kanye West dans sa dernière interview. Et il a beaucoup de choses intéressantes à dire. Billie Eilish se confie sur son addiction, pas si rare que ça. Le pire, le meilleur de la semaine, et bien plus encore, c'est maintenant. Jingle. C'est dommage parce que Justin Sky et Giveon formaient un beau couple, en tout cas en apparence, parce que mon Dieu, dans les coulisses, c'était une autre ambiance. Ils avaient officialisé leur relation l'année dernière en juin, mais cette année, il y a 2 mois, Justin a surpris un peu tout le monde en postant une série de tweets, en restant dans les sous-entendus, en mode elle se sent blessée, elle s'en veut d'avoir laissé les gens lui faire du mal et son cœur est brisé. Maintenant, elle en a plus rien à faire et elle aurait déjà dû tout arrêter bien plus tôt. Et puis finalement, elle est entrée un peu plus dans les détails. Les gens vont te briser jusqu'aux derniers os. Et ensuite te demanderont pourquoi tu ne peux pas tenir debout. Les infidèles vont être infidèles, les menteurs vont mentir, les profiteurs vont profiter. Elle ne citait toujours pas de nom, et jusqu'à maintenant, elle ne le cite pas. Mais bien sûr qu'on sait qu'à ce moment-là, elle sortait officiellement avec le chanteur Giveon. Et maintenant, il n'y a plus vraiment de doute sur qui elle accuse. La série de tweets, c'était déjà quelque chose. Et là, comme si ça suffisait pas, Justin a décidé de carrément faire une story time sur IG Live, pour bien qu'on comprenne ce que Giveon lui a fait vivre. Et comment ça s'est fini entre eux. On dirait peut-être pas comme ça, vu comment il pleure dans ses chansons, mais Giveon est pas mal classé dans la catégorie des collectionneurs. Mais de son côté, Justin est pas mal non plus comme agent infiltré de la CIA. Apparemment, elle a réussi à récupérer les données de son téléphone. Je sais pas, elle a dû utiliser une de ses applis pour dupliquer le téléphone de quelqu'un, car elle s'est débrouillée pour voir tous les appels et messages de Giveon. As soon as he would hang up off the phone with me, he would literally be texting bitches like, FaceTime me, what are you doing? I'm here, why aren't you calling me? Blah, 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 you don't care about what I'm doing? Blah, blah. Literally, I'm watching this in real time. Like, he's out in wherever, in another state. And I just have the phone watching it in real time. He doesn't know that I have his fucking phone. And so, he's texting this girl and they're planning to link up later. This fool calls me like, hey babe, like, I'm at this restaurant, I don't know what to order. And I'm sitting there because I have to play normal. And I'm just like, all right, yeah, just send me the menu. Like, I'll help you order whatever, like a dumb idiot. Then the girl's like, hey, like, all right, like, I'll come over later. Boom, cut to, she's pulling up. She says, I'm here. I call all my girls. It's like 3 of them. They're on FaceTime on my computer. I have his phone in one hand. I have my phone in the other hand. It's like a fucking, like, CIA mission right now. And I'm like, yo, this is fucking crazy. So then I'm like, what do I do? So then I call him. I'm like, wait, what are you doing later? And he's like, like I'm going out. Like I'm going out with some friends, blah, blah, blah. Meantime, like the whole time I know what he's doing later, but I'm just asking him. I'm giving him many opportunities to kind of be like honest. Like an hour later, the girl's like, I'm here. And I'm like, holy shit, it's getting real. Like shit's really fucking going down right now. The girl pulls up. I call him. He's not answering. I'm like, I'm not feeling too well. I just wanted to hear your voice before like I went to sleep. And then he's like, oh babe, like I'm out right now. It's really loud. I'm wavy. I already know this all cap because like I see it. I'm looking at his phone. Like I see what he's doing. The girl just pulled up. And then I just let it rip. I say, my friend just saw you go up to your room with a girl. No response from him. Complete silence from him, but I have his phone, so I see him texting everybody. I see him texting his best friend. I'm seeing him text his people, and he's like, oh, I fucked up. I fucked up. I fucked up. No response to me, though. And I already knew he shit his pants. And so he's texting his best friend, like, I fucked up. His best friend is like, just tell me what happened so I can get the lie ready, which is crazy because I thought these people actually, like, loved me. First mistake. So then he's texting his people and they're like, come to my room, show her that you're alone, take all your valuables with you so the girl doesn't steal it. Bro, honestly, I'm not even like sad at this point. I'm kind of laughing because this is some crazy shit. I can't even believe it was happening. So I'm just letting him, I'm looking at them formulate like a plan to lie to me. And he's like, tell her it was me. Tell her it was my cousin. Tell her, honestly, you can tell her anything. Tell her it was this person or that person, whatever. So then he finally gets to the room, takes all his valuables with him so the girl doesn't steal it, which is hilarious. Because clearly they've done this before. And so he gets to the room and he starts calling me. I don't answer, obviously. He's calling me. I
don't answer. He starts blowing me up, being so rude and disrespectful. He's like, what the fuck? I just left this party to talk to you. I just you're like, why are you acting like this? Like, was it this girl? Like, was it that? Did she look like this? Like, you do know this and that. Your friend, what friend was this? Your friend's a fucking idiot. Like, tell your friend they just ruined. Yeah, like turning it on me. Tell your friend they just ruined your relationship. I'm done. Honestly, when he said I'm done, I was like, you're done? And then I sent him a picture. I'm crazy. I sent him a picture of his phone in my hand on the text message where they were formulating this lie to tell me. And I said, no, I'm done. Quiet, crickets, done. Because now he's realizing, oh shit, she has my phone. Everyone stopped communicating with me. I didn't hear from him for like 2 hours, and I'm just talking to my girls, and I'm like, well, it's done. He knows. And finally, when I hear from him, one of the first things he said to me was like, are you trying to ruin me? You told everyone talking about like my friends. So at that point, I really knew like what he was in for. People like that don't last. It doesn't matter. Les chanteurs de R&B, c'est les pires. Citez-moi un chanteur de R&B qui est sain d'esprit, s'il vous plaît. J'attends. Et me sortez pas quelqu'un qui chante plus. Bref, en tout cas voilà, c'était une classique histoire de tromperie, mais je trouvais que la sienne était low-key divertissante. En plus, j'aime bien Justin. Après, oui, bien sûr, faut qu'elle prenne ses responsabilités et commence à se poser les bonnes questions. Elle est sortie avec plusieurs mecs de l'industrie et chaque fois ça se termine plutôt mal. Et elle est plus connue pour ça que pour sa musique. La fameuse fille à qui Kylie Jenner a pris Travis Scott. Perso, je pense qu'elle aime bien l'idée de s'afficher avec un chanteur ou un artiste, profiter un peu de l'exposition que ça lui donne, et le concept de « je prends ma chaise pour venir vous raconter moi-même tous mes gossips », ça donne l'impression qu'elle cherchait un peu d'attention. Genre sa série de tweets en octobre n'a pas fait assez de bruit, alors elle en remet une couche. Pour vous, le fait que Giveon soit un charreau, ça vous dégoûte de sa musique, comme il chante des chansons d'amour? Perso, je m'en fous, on n'a pas arrêté d'écouter Future, c'est pas pour venir déranger Giveon, s'il vous plaît. Bref, morale de l'histoire, les chanteurs de R&B, faut les laisser. Billie Eilish était dans l'émission de radio d'Howard Stern avec son frère Phineas et elle a donné plus d'1 heure d'interview. Souvent, Billie Eilish va être dans les news à cause de son style vestimentaire, sa relation un peu particulière qu'elle a avec son corps ou simplement pour ses succès musicaux. Mais là, ça n'a rien à voir. Howard Stern a abordé le sujet de son single Male Fantasy qui décrit comment elle tente de traverser une rupture difficile en se distrayant avec de la pornographie. C'est ainsi que Billie raconte sa propre expérience avec le porno, qui a commencé alors qu'elle n'avait que 11 ans. Je sais que c'est un sujet qui peut paraître sensible, et je voulais pas vous traumatiser, mais allez, c'est la vraie vie là. Si c'est trop dur, vous passez seulement. Perso, je trouvais la discussion vraiment intéressante. Billie n'est pas la première célébrité qui dénonce les dangers du porno. Par exemple, Terry Crews avait parlé de son addiction, ou encore Jada Pinkett Smith, mais ce qui est grave, c'est que ce genre de contenu est en majorité consommé par des adolescents. Donc le fait que Billie Eilish s'exprime là-dessus est d'autant plus important. Je rappelle qu'elle a tout juste 20 ans. And I used to watch a lot of porn, to be honest. I started watching porn when I was like 11. Wow. And I thought that's how you learned how to have sex. What kind of porn were you watching, Billie? I was watching abusive porn, to be honest. And right. S&M? Yeah. You know, when I was like 14. I was an advocate and I would talk about it and think it was really cool for not having a problem with it and not seeing why it was bad. And I think it really destroyed my brain. And I feel incredibly devastated that I was exposed to so much porn. I think that I had like sleep paralysis and these like almost like night terror / just nightmares because of it. I think that's how they started, because I would just watch abusive BDSM. It got to a point where I couldn't watch anything else, like unless it was violent. I didn't think it was attractive, and I was a virgin. I had never done anything. It led to problems. The first few times I had sex, I was not saying no to things that were not good, and it's because I thought that that's what I was supposed to be attracted to. L'expression qu'elle utilise, cela a totalement détruit mon cerveau, pointe du doigt une chose dont on parle peu, c'est les conséquences physiologiques et psychologiques de l'exposition massive à ce genre de contenu. Parce que l'un des problèmes de l'addiction, quelle que soit la substance, c'est le phénomène d'accoutumance, notre corps qui s'habitue à la dose que l'on prend, si bien qu'on est obligé d'en prendre plus pour sentir quelque chose. Je pense que c'est ainsi que Billie est tombée dans le porno hardcore, dans le SM, parce que le classico, ça lui faisait plus rien. Sauf que le hardcore, ça reste de la violence et des images
images qui laissent des marques sur un cerveau d'enfant. On rigole en parlant des 2000 et de cette génération qui a été élevée en gros par Internet et les réseaux sociaux. Mais si on s'arrête 2 secondes et qu'on voit à quoi ils sont exposés quotidiennement durant toute leur vie, désolé, pas étonnant qu'ils soient un peu borderline, anxieux, dépressifs, agressifs. Enfin, je sais pas. Je veux pas du tout dire qu'il y a que les 2000 qui sont ravagés. Toutes les générations ont eu leur lot de problèmes. Mais là, on est sur une expérience en temps réel. On observe déjà les conséquences du porno, Internet et notre environnement actuel sur cette génération. Dites en commentaire ce que vous en pensez. Et si vous êtes un 2000, est-ce que vous avez l'impression de devoir vous battre plus que les autres générations pour garder un esprit sain? Pour repousser les pressions sociales aussi. Parce qu'avec les réseaux, on est d'autant plus dans une époque où on avance et on pense en groupe. Donc c'est pas facile de trouver son identité et de faire ses propres choix. Pourtant, c'est important pour la santé mentale. De nouveaux détails sont sortis dans l'affaire qui oppose Megan Thee Stallion et Tory Lanez, et aussi Kelsey Nicole. Franchement, c'est chaud. Petit retournement de situation. Alors que l'avocate de Tory a tenté de défendre une version alternative durant son audience préliminaire, de nouveaux éléments semblent confirmer cette version. Moi là, ça y est, je vais vraiment suivre cette histoire de très près à partir de maintenant parce que je le sens mal. Plus ça va avancer, plus on va en apprendre. Déjà, allez voir ma vidéo où j'ai expliqué tout ce qui s'est dit durant l'audience préliminaire de Tory. Déjà après ça, Megan n'était pas contente que les médias rapportent la version de Tory qui sous-entendait que Megan et Kelsey se sont battus et que les résidus de poudre ont été retrouvés sur les mains de Kelsey. Et en plus Tory qui prétendait avoir seulement voulu défendre sa copine. Tout ça laissait entendre que Kelsey voulait tirer sur Megan et Tory s'est débattu avec Kelsey pour l'en empêcher. Non mais le témoignage de Kelsey, j'attends ça comme un colis Amazon. En tout cas, c'est une version qui allait dans le sens de ce qu'un témoin extérieur aurait vu cette nuit-là. La personne a dit avoir vu Megan et Kelsey se battre quelques instants avant le tir. C'est un élément de preuve qui, d'après l'équipe de Tory, sème de sérieux doutes sur le fait que Megan l'accuse d'être le tireur. Durant l'audience, un inspecteur a aussi déclaré que le témoin aurait vu la fusillade et aurait vu que le canon de l'arme a fait un flash plus proche de Kelsey que de Tory. Et maintenant, comme si ça suffisait pas, on apprend que pendant l'audience, l'avocate de Tory a interrogé Stogner au sujet de la balle que Megan aurait reçue dans le pied. Stogner a admis que les fragments de balles qu'on aurait retirés de la cheville de Megan sont introuvables. Si Megan pouvait présenter ces fragments lors du procès, ce serait une bonne preuve qu'elle a effectivement été touchée par une balle et non par des bris de verre, comme ça avait été dit au tout début. Maintenant, par magie, les fragments ont disparu et le doute est venu avec ces 2 valises parce qu'ils s'installent définitivement. Pourtant, l'année dernière, TMZ avait bien dit que d'après une de leurs sources, Megan avait été opérée pour, je cite, une blessure par arme à feu et que le médecin a bien retiré des fragments de balles de son pied. Toujours est-il que sans ces fragments, ça va être chaud. Mais je me dis qu'elle a quand même son dossier médical. Ça doit bien être écrit quelque part qu'on lui a retiré des fragments dans son dossier. Sinon, à part ça, les publicistes de Roc Nation travaillent toujours aussi bien. Entre 2 nouveaux articles sur l'audience, après sa remise des diplômes, il a été annoncé que Megan a signé un partenariat avec Netflix. Elle va créer et produire divers projets, comme des séries et d'autres trucs. C'est une grosse opportunité pour elle, et ça vient un peu faire diversion par rapport à son affaire. Et maintenant, le débat qui a enflammé la toile cette semaine. Adele versus Beyoncé. Quelqu'un sur Twitter a suggéré qu'Adele pourrait bien être meilleure que Beyoncé en chant. Et pas mal de gens étaient d'accord. Not on my watch. Not on my watch. Tous les jours est une bataille pour la Beehive. Vous en pensez quoi, honnêtement? Moi déjà, je trouve assez bizarre qu'on les compare, sachant qu'elles n'ont rien à voir toutes les deux. Adele, c'est une chanteuse à voix. C'est-à-dire que, entre guillemets, entre gros guillemets, tout ce qu'elle fait, c'est chanter. Et Beyoncé, c'est une performeuse. Ça demande des qualités différentes. Mais ok, si on se concentre juste sur le chant, c'est quelque chose qui revient assez régulièrement que Beyoncé n'est pas dans la top liste des chanteuses à voix. Vous vous rappelez quand Trick Daddy avait dit un truc de ce genre? Qu'on ne peut pas la mettre vocalement dans les catégories des Mariah Carey, Whitney Houston. J'ajoute aussi Tamar Braxton dans la catégorie, c'est cadeau. Bref, ce genre de chanteuse-là, avec ce genre de voix que tu prends tes jambes pour aller à leur concert juste pour les écouter. Je pense qu'on se déplace aussi pour entendre Beyoncé chanter, mais honnêtement, je pense pas qu'elle aurait pu construire une carrière uniquement sur sa voix. Alors que c'est le cas d'Adele. Pour être au niveau où elle en est, Adele n'a pas eu besoin de faire autre chose que de chanter. C'est juste la vérité. Et ça clôt un peu le débat. Mais je tiens quand même à dire qu'il y a 2 niveaux pour comprendre la question de départ.
Outsing, ça veut dire est-ce que Adele chante mieux que Beyoncé? Sur le plan de l'émotion et ce qu'elle transmet à son public, ça peut être Adele la meilleure. Mais je pense que Beyoncé a bien plus de cordes à son arc. Faut pas trop dormir sur elle non plus. Elle chante tous les styles de musique, elle contrôle mieux sa voix. Allez voir, il y a 10 000 vidéos de Beyoncé sur YouTube et comment elle arrive à jouer avec sa voix comme un instrument. C'est une technicienne en vrai. Sur le plan technique, Beyoncé est capable de chanter ce que Adele chante, mais le contraire n'est pas spécialement vrai. Et ça aussi, ça clôt le débat. Juste parce que Adele chante des ballades, ça veut pas dire que ses chansons sont difficiles à chanter. Dans un contexte de chanteuse professionnelle, on se comprend. Kim Kardashian a récemment partagé qu'elle a réussi son mini-examen du barreau. Cet examen, on en entend parler depuis un bout de temps et pour cause. Elle l'a raté 3 fois en 2 ans. C'est un examen évidemment très difficile. Aujourd'hui, elle l'a réussi. Elle a réussi à déjouer le complot de l'homme invisible qui faisait tout pour lui faire rater ses examens jusqu'à présent. Félicitations à elle. J'ai toujours été curieuse de voir comment elle allait faire évoluer son image maintenant qu'elle veut devenir avocate. Il faudra quand même attendre un peu avant de voir ça, car Kim précise qu'en Californie, on doit passer 2 examens avant d'être vraiment avocat. Et là, c'était juste le premier. En attendant, retour aux couvertures de magazines et aux interviews. Dans la dernière en date, pour le ID Magazine, Kim a été interrogée sur, devinez quoi, le blackfishing. Non, parce que même si les Kardashians sont souvent dans la polémique pour leur physique, c'est pas forcément tous les jours qu'on leur demande directement de s'expliquer. Bon, retenez pas votre souffle, hein, c'est pas encore les grands aveux. On est plus sur comment Kim va nous enfumer cette fois. Donc je peux vous demander, comment avez-vous envisagé les critiques autour de choses comme le blackfishing? Évidemment, je ne voudrais jamais rien faire pour m'approprier une culture. Mais dans le passé, j'ai reçu du backlash pour avoir fait des tresses, et je comprends ça. Honnêtement, la plupart du temps, ça vient de ma fille qui me demande qu'on fasse la même coiffure. J'ai eu ces conversations avec elle du genre « Hey, peut-être que cette coiffure serait mieux pour toi, et pas sur moi. » Mais je veux aussi qu'elle sente que je peux faire une coiffure avec elle, et ne pas en faire toute une histoire non plus, si c'est quelque chose qu'elle demande vraiment et qu'elle veut vraiment. Mais j'ai appris, et j'ai grandi au fil des années, et j'ai trouvé de bons moyens pour communiquer à propos de tout ça à mes enfants. J'ai clairement appris avec le temps, et j'ai essayé de transmettre cette culture de l'apprentissage à mes enfants aussi. Mais après, il y a aussi une histoire du tressage des cheveux en Arménie. Les gens oublient que je suis aussi arménienne. Voilà. Honnêtement, avec des déclarations de ce genre-là, je comprends que beaucoup de gens ne comprennent encore pas le blackfishing, l'appropriation culturelle et tout ça. Tout ce que je dirais, c'est que si vous souhaitez comprendre ce qu'est le blackfishing, allez voir ma vidéo où je l'explique. Et faites vos recherches sur le sujet. Je vous mets le lien de la vidéo dans la description. Et c'est à 13 minutes 22. J'avais fait cette explication lorsque Nicki Minaj était dans la sauce pour avoir défendu le blackfishing. Autant les Kardashians sont connus pour leur appropriation culturelle, autant on pourrait les étudier pour comprendre le gaslighting, car là aussi elles sont pas mal. De toute façon, Kim commence par dire qu'elle ne s'approprierait jamais une culture. Donc à partir de là, le débat est clos. Ensuite, c'est que du parlage. Ici, sa méthode, c'est minimiser le problème en le réduisant à une petite chose. On lui demande de s'expliquer sur son blackfishing. Un concept qui englobe beaucoup de comportements et qui a des implications souvent financières. Et on se retrouve à discuter de est-ce que Kim a le droit de porter des tresses avec sa fille ou non. Le fait de détourner la conversation là-dessus, c'est une manœuvre. Pour qu'on se dise « Bah oui, c'est idiot, pourquoi on l'empêcherait de faire plaisir à sa fille ?» Pareil pour le fait de mentionner ses origines arméniennes. Sauf qu'évidemment, ce n'est pas le fond du problème. Soit elle veut continuer dans son mensonge, soit elle n'a toujours pas cherché à comprendre depuis toutes ces années. Honnêtement, je sais pas quel serait le pire. Je sais que c'est un sujet fatigant à la longue, mais je me sens obligée de repasser derrière quand des déclarations pareilles sont faites, parce qu'encore une fois, ça décrédibilise les critiques et les plaintes valides de toute une communauté. Big Sean est en tournée promotionnelle en ce moment, et il a fait 2 interviews intéressantes. Oui, il a répondu aux attaques de Kanye West. Mais d'abord, parlons de ce qu'il a dit au magazine Essence. Il y a cet extrait qui a tourné où on voit Big Sean chanter les louanges des femmes noires. Et disons que, quand il fait des compliments, il y va pas à moitié. By the way, women are magical, you know what I'm saying? Black women, I feel like, are the closest thing to God, you know what I mean? Y'all be creating life and... Il a reçu un petit backlash par rapport à ça, car en gros, on lui reproche de vouloir flatter les femmes noires, sachant qu'en plus, c'était une interview pour le Essence Magazine, donc un magazine totalement dirigé vers les femmes noires. On dit qu'il a raconté n'importe quoi pour les brosser dans le sens du poil. Est-ce que vous prenez mal ce genre de commentaires? Perso, ça m'est un peu égal. C'est mieux ça plutôt que des insultes. Mais c'est vrai que je comprends pas cette catégorie d'hommes noirs qui ne font que faire la promo des femmes noires, mais qui bizarrement ne sortent pas avec elles. Et pas la peine de venir me dire que si regarde il est sorti avec Lil Mama, si elle est passée entre les mailles du filet, c'est tant mieux pour elle.
Et c'est pas une supplication en mode j'aimerais tellement que Big Sean sorte avec des noirs, c'est pas ça. Je me demande sincèrement c'est quel genre de conflit identitaire interne qui se passe dans l'organisme de ces hommes-là. Il doit bien y en avoir parmi vous des hommes noirs comme ça. Donc expliquez-moi en commentaire c'est quoi votre problème. Bref, comme je vous disais, Big Sean a été à son tour invité dans l'émission Drink Champs et il a pu répondre aux attaques que Kanye West lui a faites. Si vous vous rappelez, Kanye West avait dit que signer Big Sean sur son label a été la pire erreur qu'il a pu faire dans sa vie et que le jour où il meurt, on pourra dire qu'il l'aura mérité rien que pour ça. Ouais, il était chaud Kanye West ce jour-là. Il l'a attaqué parce que Big Sean ne l'aurait pas soutenu lors de sa campagne présidentielle. Ça avait déjà l'air d'une vaste blague quand l'interview est sortie parce que quelques jours avant, Kanye faisait encore copain-copain avec Big Sean et ne l'a absolument pas prévenu de ce qu'il a dit durant l'interview. Bref, là c'était le moment de Big Sean pour répondre et le gars a balancé ses dossiers comme il se doit. Il a essayé de rester respectueux mais voilà quoi, faut bien qu'il se défende. Pour lui, il a vécu les propos de Kanye comme une grosse trahison, car c'est totalement gratuit. Big Sean n'a jamais retourné sa veste contre Kanye lors des présidentielles. Et la trahison est d'autant plus blessante que Big Sean s'estime avoir toujours été loyal et reconnaissant envers Kanye, alors que lui, pas forcément. On a appris plusieurs choses dans son interview. Big Sean aura été le ghostwriter de Kanye sur plusieurs morceaux sans être crédité. Big Sean a appris récemment que le contrat qu'il avait signé avec le label de Kanye était très mauvais. Son manager de chez Roc Nation lui a dit que c'est l'un des pires qu'il a pu voir. Bon après on connaît les méthodes de Roc Nation, hein. C'est la même chose qu'ils ont dit à Megan Thee Stallion pour lui faire quitter son label. Donc ça je sais pas. Mais toujours est-il que Big Sean a balancé le dossier que par des manipulations entre son label et sa maison de disques, Kanye lui aurait arnaqué 6 millions de dollars. À l'heure actuelle, Kanye lui devrait encore cet argent et Big Sean pointe du doigt le fait qu'il pourrait très bien lui rembourser facilement vu qu'il est milliardaire, mais il ne le fait pas. Et malgré ça, Big Sean n'a jamais attaqué publiquement Kanye par rapport à ça. Big Sean a vraiment l'impression d'être le dindon de la farce dans cette histoire, parce qu'il estime avoir porté sur son dos le label de Kanye pendant toutes ces années, où il était l'artiste numéro 1 du label. Et au final, non seulement il n'a pas reçu la totalité de ses bénéfices, mais en plus Kanye se permet de lui manquer de respect en public, pendant qu'il lèche les bottes de gens comme Drake, qui pourtant le clash régulièrement. Oui, parce que parlons-en de Drake. Big Sean a insisté qu'il n'a rien contre lui en particulier, il a juste confirmé l'obsession que Kanye a envers Drake. Et même ça pourrait bien être la vraie origine de l'animosité de Kanye envers Big Sean. Tout remonterait à l'époque de la chanson Blessings, en featuring avec Kanye et Drake. And I know it's a deeper reason why it goes back to all of that. I don't even know. What? It all goes back to the song Blessing. Everything goes back to like something to do with Drake. I mean, not to be funny, but it's just like the obsession. So did you think that he didn't want you to have Drake on that record? It was me and Drake. My album was immediately due that day. I had been playing on the music, played on the final album. He said he heard Blessings and said, I have to be on here. And I was like, bro, I already got you on 2 songs on my album. He hopped on 2 other songs already. He's like, I need to be on this record. I was like, bro, my pre-order goes up tomorrow. He's like, we about to do it right now. And I helped him write his verse for the song. So I hit up Drake. Drake was the one who came up with the idea of the song. Drake had a concept, like, you know, a little scratch of the hook. We got in the studio and finished it together. Drake didn't want Kanye on it. I wouldn't say he didn't want him on it. I said his song is already done, you know. He was just kind of on some, like, it don't really need all that. It's already long. It was 3 verses already. I said, bro gotta be on it, bro. Like, he said he had to be on it. He gotta be on it. And like I said, Drake wasn't like, don't put him on his shit. But eventually I got the vibes, you know what I'm saying? I write the verse with Ye. I tell everybody in the studio, send it to mastering. I'm like, my shit comes out tomorrow. Okay, for sure. Next day, I hit up mastering. You get the verse? No, we didn't get any verse. My A&R like, oh, your pre-order is up. Talk to Ye on the phone. Bro, pre-order going crazy, da-da-da. We gonna do the radio and the video version for Blessings. Is that cool? Yeah, it's cool. Next thing I know, we're shooting a video, and he's spazzing on me. You did this you ain't do this because of, like I'm loyal to Drake over him or something. I'm like, bro, you know I helped you write your verse. I was in the studio with you. Voilà, donc d'après Big Sean, la vraie raison pour laquelle Kanye serait énervé contre lui, ce serait ça. Quand il s'agit de Kanye, tous les chemins mènent à Drake. Qui a abusé cette semaine? Entre l'infidélité et le foutage de gueule pur et simple, je sais pas si on peut dire que le choix a été difficile, mais en tout cas vous avez voté. Et il y en a qui manquent pas d'audace dans ce monde,
Kim Kardashian est le clown de la semaine pour sa réponse aux accusations de blackfishing. En fait, si j'ai bien compris, tout est la faute de North. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau SCDLS. Vous pouvez voter dès le samedi dans l'onglet communauté pour élire le clown de la semaine. Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo et si vous êtes d'accord avec le résultat. Allez, on se parle en commentaire.